Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce séminaire qui présentera en exclusivité le travail pionnier de recherche mené par la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté sur l'intersection entre combustibles fossiles, conflits et paix, organisé par l'initiative en faveur du traité de non-prolifération des combustibles. Ensemble, aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre en quoi les combustibles fossiles engendrent des conflits et des guerres et pourquoi le traité constitue un outil climatique important pour la paix. Je suis Akanksha Sharma et j'animerai les échanges aujourd'hui. Donc, nous vous proposons une traduction en anglais, en français et en espagnol et vous pouvez choisir votre chaîne et nos interprètes vont vous donner des indications sur la façon d'avoir l'interprétation. Nous avons aujourd'hui l'honneur d'être en présence d'intervenantes prestigieuses, Sylvie Jacqueline Dormo et Michel Benzig de RIF International et Dr. Amira Sawal du traité de non-prolifération des combustibles fossiles. Elles vous présenteront l'initiative et elles partageront leur point de vue sur le document pour que les combustibles fossiles cessent d'alimenter les conflits, la nécessité d'un traité de non-prolifération des combustibles fossiles en tant qu'outil climatique essentiel pour la paix. Je voudrais en profiter pour évoquer et saluer l'excellent travail de Catherine Guerre, qui est à l'origine de l'article de WILF International. Je vais donc afficher les slides et nous allons commencer cette session. Donc, j'aimerais à présent que vous interagissiez toutes et que vous répondiez de façon virtuelle à la question qui s'affiche sur votre écran. Que vous évoquent les mots combustibles fossiles, guerre et conflit mis ensemble? Allez-y et partagez-nous vos réflexions et nous allons vous montrer les résultats sur l'écran. Pendant ce temps, je vais vous donner un peu de contexte avant que nos intervenants creusent un peu plus le sujet. Voilà. Nous avons vu que l'histoire nous montre de tout temps des États disposent de peu ou pas de réserves domestiques combustibles procèdent à des interventions militiques et d'autres pays riches en ressources pour sécuriser les approvisionnements. Cette exploration et cette extraction de combustibles conduit à des tensions sociétales affectant une communauté marginalisée et à la création d'un piège de l'endettement en combustibles fossiles pour les pays riches en ressources. Ce scénario est en hausse partout dans le monde comme en témoigne l'invasion du Koweït par l'Irak, celle de l'Irak par les États-Unis ou plus récemment l'invasion du territoire ukrainien par la Russie. À présent, il est très important pour nous de comprendre ces liens latents mais importants entre l'exploration, l'extraction, le transport et l'utilisation des combustibles fossiles et les risques accrus de conflits qui en découlent. Chacune de nos intervenantes partagera son point de vue, puis nous poursuivrons avec une séance de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat à tout moment de cette session. J'espère que vous avez répondu à l'exercice, avez mis vos commentaires et vos réponses, et je vais à présent vous montrer l'écran qui retranscrit vos efforts et vos pensées. J'espère que vous voyez le nuage de mots. Alors, destruction inévitable, cause-effet, ce sont les mots de votre part. Génocide, destruction, en quoi tous ces drames se produisent en raison des combustibles fossiles partout dans le monde. J'aimerais à présent inviter notre première intervenante, Dr. Amira Sawaz, à nous présenter l'initiative en faveur du traité de non-prolifération des combustions fossiles. Elle est directrice de la recherche et de la politique. C'est une chercheuse féministe qui a travaillé sur le changement climatique et la justice de genre au sein du secteur public et privé. Elle mène actuellement notre travail sur la façon de mettre en œuvre une transition juste grâce notamment à des données probantes venues de nos partenaires. Merci beaucoup, Akanksha.
Nous sommes ici, comme vous le savez sans doute, nous sommes en cours de discussion à New York et je suis sûre que nous prions pour nos amis dans le Moyen-Orient qui se trouvent au milieu des bombardements à Gaza. Bon, le conflit armé n'a jamais été la solution à quoi que ce soit et encore moins à ce qui se passe dans le monde. Nous partageons de nombreuses crises sur la justice, la destruction de la nature. Et bien sûr, c'est l'année de la COP. Et je dois dire que je me rappelle l'ouverture de Will, un monde de paix perpétuelle basé sur la paix, la justice, les droits humains et l'égalité pour tous, pour les personnes, la planète et tous les autres habitants qui coexistent et vivent en harmonie. C'est vraiment l'état d'esprit dans lequel nous travaillons. Nous avons une vision alignée et ambitieuse qui consiste à soutenir le monde à transitionner vers la sortie des combustibles fossiles qui, sans laisser personne de côté et qui traite des problèmes très importants de justice et d'inégalité. Donc ces visions-là ne devraient pas être si radicales. Le secrétaire général des Nations Unies et d'autres experts, notamment l'Agence internationale de l'énergie et le GIEC, disent que continuer d'investir dans les combustibles fossiles constitue une folie morale économique. Puis, plus nous en parlons et plus cela montre que c'est simplement du bon sens. Donc, le système multilatéral a fait le lien beaucoup entre sur le lien entre le réchauffement climatique et sécurité et impact de nombreux rapports et de mécanismes, et notamment le mécanisme des États-Unis sur la sécurité climatique fournit une plateforme pour différents membres de l'ONU pour évaluer et répondre aux risques de sécurité climatique. J'ai moi-même travaillé là-dessus pendant plusieurs années, notamment sur l'angle du genre, car les femmes et les filles sont impactées de façon disproportionnée, mais celles dont on tient le moins compte. Et les chocs climatiques amplifient les normes de genre, les stéréotypes de genre, et ainsi de différentes crises s'accumulent. Mais ce qui marque sur ce travail, quand j'y repense, c'est à quel point il a mis de côté tant le facteur principal de la crise aujourd'hui, ce sont les combustibles fossiles. La consommation des combustibles est un problème, mais pendant très longtemps, nous ne l'avons pas nommé tel quel dans ce domaine de sécurité climatique. C'est très important car nous n'arriverons pas à atteindre la limite réchauffement de 1,5 sans nommer la responsabilité des combustibles fossiles. Mais actuellement, selon le rapport sur les écarts d'émissions, aucun des objectifs des entreprises et des États ne sont compatibles avec ces objectifs. La la demande de combustibles fossiles n'a pas changé sur la dernière décennie. Donc, quelque chose doit changer et vite. Et c'est vraiment l'objectif de notre organisation. Donc, à présent, il n'existe aucun accord mondial sur la production des combustibles fossiles. Il y a un fort consensus scientifique et au sein des agences internationales en disant qu'il ne faut plus investir dans ces combustibles, qu'il y a des externalités importantes. Nos partenaires nous en parleront plus en détail, mais il y a aussi un accord sur les émissions euh, et pas la production de combustibles fossiles au sein des politiques et des accords de l'Union.
Mais aujourd'hui, il y a encore des vides juridiques sur les émissions et sur les combustions fossiles. Donc, certains pays peuvent encore dire, oh, nous avons nous servir de technologies d'émissions négatives pour capturer le carbone dans le sol. Mais toutes ces technologies n'ont pas été prouvées et elles coûtent très cher et de nombreux pays dans le monde ne sont pas en mesure de les développer. Ce que ça veut dire, c'est que certains pays vont continuer de lutter avec des coûts qui explosent et qui vont être forcés dans une dépendance aux combustibles fossiles et pour alimenter leurs dettes et ce qui est considéré par l'État, par le monde comme un système économique durable. Si on regarde le, l'ouragan qui a eu lieu le 1er juillet, qui est, qui est devenu un ouragan majeur en quelques jours, et ça a coûté environ 30 millions de dollars à l'État en dette. Et c'est extrêmement injuste pour des pays qui ont très peu contribué au réchauffement climatique, et ça va continuer comme ça tant qu'on ne parlera pas et qu'on ne traitera pas les combustibles fossiles. Donc, une transition non gérée entraîne de nombreux risques et des coûts encore plus élevés à terme, et également en termes socio-économiques et violations en droits humains. Donc, qu'attendons-nous? Donc, la coopération internationale est nécessaire pour sortir des combustibles fossiles et le traité peut vraiment soutenir cela puisqu'il pourrait être négocié par les États, mais aussi appuyé par les principes élaborés par la société civile. Nous devons arrêter de produire des combustibles fossiles dès maintenant. Donc, plus de 200 organisations et de scientifiques affirment qu'on ne peut plus continuer de produire et d'étendre les combustibles fossiles. Il faut à présent passer à une phase de transition écologique et équitable pour donner le temps aux pays qui dépendent le plus des combustibles fossiles et traiter les inégalités géopolitiques et donner le temps aux pays de diversifier leur économie et ainsi cela pourrait être équitable. Il faut également assurer que cette transition soit financée. Un traité peut offrir des options pour faciliter une finance juste et une transition juste. Nous devons absolument travailler en partenariat. Nous sommes un réseau qui prend des contributions de tous les partenaires et les États avec qui nous travaillons. Donc, actuellement, 13 États-nations nous soutiennent et dont 2 pays producteurs de combustibles fossiles qui ont fait part des défis auxquels ils font face pour sortir des combustibles fossiles. Ils aiment donc ce principe de solidarité et de coopération. Alors, à présent, nous sommes soutenus par plus de 3700 organisations de la société civile, 9 nations indigènes, presque 1 million de personnes, 800 parlementaires. Et le mouvement grandit car les gens exigent une solution qui traite aussi la justice et l'équité. Et donc, je suis très fière à présent de travailler avec Will. Les mouvements féministes ont souvent, depuis longtemps, appelé à traiter des facteurs sous-jacents de ces crises. Et donc, c'est un tel plaisir de travailler avec une organisation qui a proposé des solutions pour la paix. Au cœur du défi, c'est vraiment le militarisme, le patriarcat et le capitalisme effréné, et dont il faut parler clairement et il faut trouver des moyens de s'attaquer à ces éléments. Je suis très contente de vous présenter ce rapport écrit par Catherine Gaillard et je vais à présent
passer la parole à nos partenaires de WILP pour vous en dire plus sur les conclusions de ce rapport. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir présenté le traité. Et à présent, je vous présente Michelle Benzing, qui va nous partager les conclusions du rapport. Elle est coordinatrice environnementale de WILP et elle mène le mouvement de justice climatique et de démilitarisation du point de vue féministe. Elle est membre active de Women Gender Constituency et de Climate Action Network. Elle coordonne également le groupe sur la démilitarisation qui quoi elle est diplômée en relations internationales et spécialisation sur l'intersection entre la paix, la justice et la sécurité. Merci beaucoup, Michel, pour cette introduction et merci à tous et toutes d'être là. Je m'appelle Michel, je suis coordinatrice environnementale pour le WILP et pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, nous sommes l'organisation féministe la plus ancienne, fondée en 1915, basée sur les membres et dans notre travail, nous cherchons à renforcer notre analyse féministe en matière de militaire, de crise climatique et sur les communautés marginalisées. Nous, nous sommes très heureuses d'avoir pu travailler avec l'initiative sur ce projet et sur ce rapport pour que les combustibles fossiles cessent d'alimenter les conflits, la nécessité d'un traité de non-prolifération des combustibles fossiles en tant que politique climatique essentielle pour la paix, qui est officiellement lancé aujourd'hui. Et avant de commencer, j'aimerais mentionner ma collègue Catherine Gaillard et saluer son travail sur ce rapport. Donc, pour présenter la consommation, donc depuis des siècles, les combustibles ont exacerbé et partout dans le monde, plus que tout autre. C'est important donc de sortir de ces combustibles pour la paix dans le monde, mais aussi la sécurité. Et je voudrais vous dire en quoi le traité peut nous aider à y arriver, à aller dans cette direction. Euh, Avant de parler plus de la recherche et des conclusions du rapport, je voudrais vous donner quelques clarifications en matière de terminologie. Tout d'abord, qu'entend-on par guerre et conflit? Dans la définition traditionnelle, le conflit est une action qui ne se produit que dans une zone de guerre et la paix est simplement l'absence de violence. Mais les féministes ont toujours refusé cette définition et nous avons ajouté que la violence et les violations des droits humains se produisent au sein d'un continuum entre temps de paix et de guerre. Les actes de violence ne sont pas des incidents isolés, ils s'appuient sur les inégalités et sur les normes néfastes de genre qui existent en temps de paix. Donc, des inégalités structurelles précédant le conflit peuvent faciliter la violence et l'insécurité. L'exploration, l'extraction, le transport et l'utilisation de combustibles fossiles sont associés à des risques accrus de conflits, mais ce ne sont pas les combustibles fossiles eux-mêmes qui causent les conflits. Les liens entre conflits et combustibles fossiles dépendent de contextes géopolitiques ainsi que des systèmes économiques et financiers nationaux et mondiaux. Et nous allons en parler un peu plus dans cette présentation. Donc, donc d'abord, nous allons nous concentrer sur les combustibles fossiles et les guerres entre les États. Ensuite, les combustibles et le militarisme. Nous allons commencer avec le premier aspect, les combustibles fossiles et guerre entre États. On estime que
Donc, le premier aspect que je veux invoquer est le lien entre les combustibles fossiles et, et les États cherchant à assurer leurs réserves de combustibles fossiles. Un autre exemple plus récent, le Venezuela et la Guyane, a donné lieu à un conflit entre ces deux pays. Le Venezuela, un autre aspect que je voudrais évoquer est l'aspect de domination du marché qui joue un rôle clé dans les guerres et les conflits entre États. Par exemple, le rôle du pétrole dans l'invasion des États-Unis en Irak a été l'objet d'un débat et ces deux aspects ont été liés. Les aspects économiques et militaires ont été fortement liés à ce moment-là. Et une troisième dimension est également celle de la concurrence entre les États riches en combustibles fossiles sur la distribution de ressources d'énergie au sein des marchés internationaux, en particulier en gaz naturel. Et ça a été le cas notamment de, lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La Russie. L'Ukraine transporte du gaz vers l'Europe de l'Ouest. Enfin, un dernier aspect que je voulais évoquer sur le lien en quoi les revenus issus des combustibles fossiles permettent de financer des actions militaires. Et un exemple pour ça est l'invasion par la Russie de l'Ukraine qui a été financée par des profits générés par les combustibles fossiles. Donc, cela montre que les combustibles ne sont pas les causes principales des conflits, mais qu'ils y contribuent et en tout cas permettent de les financer. Et en 2023, on estime que les ventes de pétrole brut de la Russie à l'UE a engendré 1,1 milliard en recettes fiscales directes. Ils ont permis d'acquérir plus de 1200 missiles calibre ou encore 60 000 drones. Et on sait qu'ils ont été utilisés pour bombarder des villes et tuer des civils partout en Ukraine. La Russie souhaite allouer près d'un tiers de ses dépenses publiques au complexe militaire et militaro-industriel en 2024, ce qui représente une hausse de 70% des dépenses en faveur de la défense nationale par rapport à 2023. Donc, pour résumer, on peut dire que les combustibles fossiles ne sont pas la principale cause des conflits, mais ils continuent de jouer un rôle essentiel dans l'exacerbation et l'aggravation des tensions politiques et continuent d'entretenir le colonialisme, la compétition entre États et les conflits. Maintenant, je voudrais vous parler du lien entre combustible fossile et militarisme. Donc, c'est un aspect qui a été fortement mentionné lors des conventions climatiques des Nations Unies. Alors, nous l'avons dit, les armées des États souhaitent, les armées dépendent fortement des combustibles fossiles et cela exacerbe la crise climatique. Les, les activités militaires sont responsables d'environ 5,5% des émissions mondiales. En même temps, l'obligation de rendre des rapports imposés par la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et l'accord de Paris ne s'appliquent pas aux émissions militaires. Donc, il manque de la transparence pour ces activités-là. Et une hausse des dépenses militaires entraîne davantage d'émissions. Les, et les dépenses militaires ont atteint des records en 2023 et en 2024.
Cela est particulièrement vrai, surtout qu'il manque à présent de ressources pour financer les objectifs climatiques qui seront notamment négociés dans le cadre de la COP 29. Donc, nous avons toujours exigé une baisse des dépenses militaires qui sont nécessaires pour atténuer les effets du changement climatique. Et vous voyez à gauche une image de notre action lors de la COP 28, ici à gauche. En outre, les activités militaires, les conflits et la guerre engendrent des émissions supplémentaires en raison de la destruction et de la reconstruction, ce qu'on a pu voir en Ukraine ou en Israël, et cela contribue fortement à la hausse des émissions mondiales. Pour conclure, l'industrie des combustibles fossiles alimente les conflits et aggrave la crise climatique et l'insécurité mondiale. Et en même temps, la présentation de la crise en tant que démultiplicatrice de menaces entraîne des réponses militarisées à cette question. Donc, je voudrais vous parler à présent du lien entre combustibles fossiles et du continuum entre temps de guerre et de paix. Les combustibles fossiles sont impliqués dans les violations des droits humains, les violences basées sur le genre, les conflits civils et ils aggravent la sécurité de différents pays. Notre architecture mondiale continue de désavantager beaucoup de pays mondiaux. Le fait que les communautés ne bénéficient pas de l'extraction fossile entraîne des préjudices, des conflits et de l'insécurité. Les combustibles fossiles ne bénéficient qu'à une petite élite et communauté économique et de grandes entreprises, alors que les effets sur les droits humains et les conséquences économiques touchent en particulier les communautés locales et les plus marginalisées. Ces inégalités et ces pratiques néocoloniales continuent de piéger certains pays dans ces aspects, ce piège de l'endettement. Je voudrais vous donner l'exemple de Cabo Delgado au Mozambique, qui est encore un exemple des effets d'entraînement de l'extraction de combustibles fossiles. La découverte de gisements de pétrole a entraîné des destructions environnementales et le déplacement de communautés locales. Les revenus reviendront à des grandes entreprises alors que l'énergie sera exportée dans les marchés asiatiques et européens. La satisfaction préexistante dans la région est exacerbée et a entraîné des soulèvements violents lors de lesquels plus d'1 million de personnes ont été déplacées. De graves violations des droits humains ont été commises par les insurgés, personnel des entreprises de sécurité privée et par l'armée du Mozambique. Donc, les les pays du Sud qui produisent du pétrole ont 3 fois plus de chances de subir des effets négatifs que les autres. Certaines recherches ont également indiqué que la présence de combustibles fossiles
étant lien avec la hausse de l'insécurité lors de conflits. Un exemple est celui de la Colombie, lorsque une ville produisant de l'huile est sombrée dans le conflit, l'armée nationale de libération et d'autres groupes militaires se sont ont tous combattu pour leur territoire et se sont appuyés sur les combustibles fossiles pour financer leur bataille. Les combustibles ont des effets négatifs sur les communautés marginalisées et populations locales. Groupes marginalisés ont vécu des violations des droits humains, notamment sur l'accès à l'eau et la perte de biodiversité, ou encore des expulsions forcées très souvent, qui se produisent très souvent autour de sites d'extraction des combustibles fossiles. Cela a été le cas en Ouganda, au Mozambique, en Indonésie ou en Colombie. Et les peuples indigènes sont particulièrement touchés et continuent d'être touchés par les conséquences négatives des combustibles fossiles. Par exemple, dans le territoire amazonien, de, nom- de nombreux déversements pétroliers ont été enregistrés ces dernières années et déplorés sur des territoires ancestraux. Hein. Et donc, de nombreuses manifestations ont eu lieu et elles ont été réprimées violemment par la police et les services militaires. Cela a également été le cas en Amérique du Nord, dans la réservation de Standing Rock, dans le Dakota. Et les manifestants, là aussi, ont été victimes de force excessive. L'extraction des combustibles fossiles a un impact sur les femmes très fort. Et les femmes vivant proches des sites d'extraction dans les pays pétroliers sont particulièrement affectées et vulnérables face à certains risques de santé, notamment le cancer. Les femmes sont deux fois la cible, notamment en raison de la santé, mais aussi lorsqu'elles sont activistes sur place, elles sont menacées, et en particulier les femmes indigènes, Two-Spirit ou de genres divers qui font face à ces menaces-là. Elles ont plus de chances d'être touchées par la violence policière et de l'armée lors de ces aspects seront également approfondis par ma collègue Sylvie après moi. Le traité a le potentiel de protéger les communautés de ces effets négatifs en cascade dont on vient de parler, liés à l'extraction des ressources de combustibles fossiles. Cela peut nous éviter davantage de conflits. Et les arguments tournent autour du fait que c'est plus compliqué, par exemple, de contrôler ou de stopper les approvisionnements ou encore de contrôler les prix des énergies renouvelables comparés à ceux des combustibles fossiles. Toutefois, et slide suivant, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de facteurs géopolitiques incertains encore qui vont pouvoir entrer en jeu. Par exemple, la compétition pour les terres et pour les installations d'énergie renouvelables, par exemple, l'accès aux minéraux critiques ou encore, par exemple, les conséquences négatives environnementales et sociales liées, par exemple, aux minéraux critiques. Et ce sont des choses qui vont se répéter encore et encore. Cela veut dire que le potentiel de paix nous pousse
à mener une transition qui est juste et équitable et qui pourra ouvrir de nouvelles opportunités environnementales et économiques pour les communautés qui aujourd'hui dépendent largement des revenus liés aux combustibles fossiles. Des systèmes de production démocratiques qui sont notamment entre les mains des personnes qui en ont le plus besoin. C'est l'opportunité pour également éviter la violence qui est liée notamment au fait que les communautés ne profitent pas financièrement de cette activité. Ça veut dire aussi qu'on pourra avoir un impact sur les peuples autochtones, sur les populations, les communautés. Il faut absolument que les communautés puissent avoir leur mot à dire sur un programme qui vise à mettre en place une transition juste et équitable. Pour conclure, ce cette approche patriarcale qui vise à nuire les communautés est délétère. Et le traité est le pilier de la transition juste et le moment opportun qui nous permettra de transformer les structures qui ont eu des impacts sévères sur les populations et qui ont également conduit à des violations des droits humains, à la violence, à l'insécurité, au conflit et à la guerre. C'est pourquoi nous exhortons les gouvernements à agir. Nous voulons que les communautés soient vraiment au cœur du développement de ce traité. Nous voulons également demander au gouvernement d'agir. Nous voulons que les gouvernements soutiennent le traité de non-prolifération des combustibles fossiles, qu'ils participent également à des forums de paix et de sécurité, qu'ils organisent également euh, des, des réunions, par exemple, pour mettre en avant cette transition. On va également mettre en place des processus multilatéraux et également donner plus de visibilité au sein des plateformes et des dialogues régionaux à cette initiative, à ce traité. N'hésitez pas à lire le rapport. Akanksha va vous envoyer également le lien dans le chat. Et vous allez également entendre Sylvie, ma collègue. Cette photo date d'hier, puisque le rapport a été publié et imprimé hier. Nous avons hâte d'entendre vos retours, vos commentaires, et nous avons vraiment hâte de poursuivre cette conversation à l'avenir. Merci infiniment pour votre attention. Merci infiniment, Michel. C'était vraiment très intéressant d'en savoir plus sur la manière dont les combustibles fossiles viennent alimenter les conflits. Merci également de nous avoir également parlé des complexes d'intersection entre les conflits et les guerres. Et je vais en effet envoyer le lien du rapport pour que les participants et participantes puissent le télécharger. Et pour approfondir le sujet, j'aimerais maintenant vous présenter Sylvie, qui va vous parler également de la violence intrinsèque et qui va vous parler également de plusieurs conflits qui sont liés à l'extraction de combustibles fossiles. Donc, Sylvie Jacqueline Dommo est une défenseuse des droits humains et de la paix avec plus de 28 années d'expérience. Elle a une formation pluridisciplinaire et une expérience de plusieurs projets de développement socio-économique dont l'objectif est d'améliorer les pratiques, et les actions orientées vers la paix. C'est également la fondatrice de WIPF au Cameroun et a été également la présidente de la section jusqu'en 2022. Elle a coordonné le groupe de travail africain avant son élection en tant que représentante de l'Afrique au Conseil international de la WIPF en 2018. Elle est également enseignante de profession et elle est également formatrice de l'Union africaine dans les opérations de soutien à la paix. Elle a une grande expérience dans la défense des droits politiques et sociaux des femmes en Afrique et dans le reste du monde. Merci infiniment si j'étais prévenue et tu as la parole. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que Akansha, tu m'entends bien? Oui, très bien. Merci. Merci infiniment pour cette présentation. J'aimerais vous remercier d'être là et de participer à ce webinaire. C'est un véritable honneur de participer à cet événement d'une grande importance. Et j'aimerais aujourd'hui
Vous parlez de l'initiative en faveur du traité de non-prolifération des combustibles fossiles. Merci d'organiser ce webinaire. Michel, félicitations également au groupe de travail. Bravo pour ce travail, Michel, qui est exceptionnel. Michel vient d'en parler déjà. Les combustibles fossiles sont en effet une menace pour la paix dans le monde entier. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon pays, le Cameroun, pour vous montrer comment cela se passe sur le terrain. Et c'est vrai que finalement, le Cameroun est représentatif de ce qui se passe dans beaucoup d'autres régions en Afrique. Alors, je ne vois pas les slides. Est-ce qu'on pourrait les partager, s'il vous plaît? Merci. Est-ce qu'on pourrait passer à la slide suivante? Alors, j'aimerais commencer en vous disant que l'un des piliers du programme à l'horizon 2063 pour l'Union africaine est justement de pouvoir exploiter de manière durable les ressources naturelles de l'Afrique afin de pouvoir défendre et mettre en place un développement et une croissance centrée sur les peuples soit équitable. En effet, il y a beaucoup de pays africains qui sont riches en ressources liées aux combustibles fossiles, comme le pétrole ou le gaz naturel. Mais le problème, c'est que ces ressources vont venir alimenter la croissance économique, mais elles ne profitent pas aux communautés et elles sont venues alimenter des conflits qui durent déjà depuis parfois des décennies. Ça fait 50 ans que ces combustibles fossiles sont de véritables armes de destruction massive et elles impliquent systématiquement un schéma violent. L'appropriation, par exemple, de terres riches en ressources, l'exploitation de ces ressources, par exemple, également l'exportation de ces ressources vers des pays riches ou encore des multinationales, et ce, au détriment des populations locales, de leurs moyens de subsistance, de leur culture et bien évidemment du climat. J'aimerais également vous partager un aperçu bref des conflits qui sont liés aux combustibles fossiles en Afrique. Les conflits liés aux combustibles fossiles mettent en avant les tensions entre le développement économique, la durabilité environnementale et les implications pour la gouvernance, la justice sociale et également les relations internationales. Par exemple, il y a énormément d'exemples de pays qui sont riches et qui sont pauvres, comme par exemple la RDC, le Nigeria, le Soudan, la Sierra Leone, la RCA, le Cameroun ou encore bien d'autres. Depuis leur indépendance, ces ressources sont finalement devenues une malédiction, étant donné le niveau de dommages et d'atrocités que ces sont causées à beaucoup de pays. C'est vrai que c'est une malédiction pour ces pays, étant donné toutes les atrocités qu'elles produisent. Je vais vous donner l'exemple de la révolution et de la rébellion. C'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup dans le continent, mais également à l'échelle mondiale. Il y a beaucoup de groupes armés qui émergent justement dans les zones qui sont riches en ressources pour pouvoir contrôler les réserves de gaz ou encore de pétrole. Cela donne lieu à des conflits violents. Il y a également des mouvements révolutionnaires, par exemple, qui se rebellent contre les gouvernements, puisque les gouvernements sont considérés comme des acteurs qui vont venir exploiter les ressources sans permettre aux populations d'en bénéficier. Et maintenant, je vais me concentrer justement sur le Cameroun et les conflits qui sévissent au Cameroun. Comme vous le savez probablement, le Cameroun est en proie à deux conflits violents et principaux. Tout d'abord, nous avons le conflit qui sévit entre le gouvernement et les séparatistes issus des régions anglophones. Le conflit a commencé en 2017 et il a conduit à la mort. Excusez-moi, je me perds dans mes notes.
Ce conflit a causé la mort de 6000 personnes, mais c'est bien plus que cela. Je n'ai pas mis à jour ces chiffres, mais on a également 765 000 personnes qui ont été déplacées. Mais en plus de tout cela, on a des personnes qui ont été déplacées au sein même du Cameroun, mais également plus de 70 000 personnes qui tentent de se réfugier au Nigeria. Donc on a des déplacés internes, et ce sont ces déplacés internes qui vont essayer de trouver refuge dans le pays voisin qui est le Nigeria. Nous avons également une crise humanitaire, et j'aimerais vous donner un chiffre ici. 2,2 millions de personnes sur les 4 millions de personnes qui vivent dans les régions anglophones ont besoin d'une assistance humanitaire. Il y a également 600 000 enfants qui sont déscolarisés en raison de ces violences. Et aujourd'hui, il y a 2 régions au Cameroun dans lesquelles les enfants restent à la maison. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école, justement à cause de ces crises. Il y a également l'insurrection djihadiste au Nigeria. Il y a aussi beaucoup d'actions menées par Boko Haram au Cameroun, dans la région du lac Tchad. Et ce conflit a causé la mort de 3000 Camerounais et a provoqué également le déplacement d'environ 250 000 personnes. Alors, au-delà de ce conflit principal, à la suite des élections présidentielles d'octobre 2018, nous avons également un langage ethnique qui vient venir renforcer les tensions politiques, que ce soit en ligne ou hors ligne. Concentrons-nous maintenant sur le lien entre les combustibles fossiles et les conflits au Cameroun. Tout d'abord, au siècle dernier, les combustibles fossiles étaient vraiment le premier facteur de colonisation, de militarisation, de violence et de conflits à l'échelle mondiale. Le fait qu'on ait eu beaucoup plus de complexes industriels militaires a permis justement l'extraction de ces combustibles fossiles. Et aujourd'hui, le Cameroun est en proie à une crise. Les gens se battent pour avoir accès aux ressources naturelles et au pétrole. Et aujourd'hui, ces décisions politiques qui ont conduit justement à rassembler ces deux États fédérés en une seule et même République camerounaise unie est la cause profonde de ce conflit. Il y a une coopération militaire entre des puissances coloniales telles que la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, d'autres pays tels que les États-Unis, par exemple, pour justement des aspects militaires et des combustibles fossiles. Le problème, c'est que la population ne bénéficie pas des revenus qui sont générés par l'exploitation de ces ressources naturelles. Le problème, ce sont que les élites, finalement, qui en profitent. Et ce conflit se trouve actuellement dans plusieurs régions et il tourne autour de cette bataille, finalement, pour les ressources naturelles, puisque finalement, la base, les populations ne bénéficient pas des revenus générés par l'extraction de ces combustibles fossiles. Il y a beaucoup de régions qui sont en proie à des conflits et cela provoque de l'insécurité et nous savons très bien quelles sont les conséquences de ces conflits. Ici, j'aimerais vous donner un exemple concret. Il y a beaucoup d'exemples dont j'aimerais vous parler, mais puisque je suis limitée en termes de temps, je vais vous en partager un seul. Il y a énormément de conflits entre le Cameroun et par exemple le Tchad et les pays voisins. Mais il y a également des conflits internes. Je vais vous parler d'un conflit en particulier. Ce que j'appelle le feu à Sonara. Alors, Sonara, c'est la seule raffinerie dans le Cameroun
dispose. Donc en fait, on a une ville portuaire, Limbé, qui se trouve dans la région du sud-ouest du Cameroun, et c'est là que se trouve le siège de Sonara. C'est la seule raffinerie qui existe au Cameroun. Elle a été créée en 1973 et elle représente un énorme dividende pour l'économie nationale. C'est la principale source de revenus du pays. Donc, la raffinerie a commencé à opérer en 1981 et elle sert non seulement la CEMAC, mais également d'autres régions du continent africain. Il y a des conflits entre les régions camerounaises, mais également entre les pays voisins. Et les populations locales sont convaincues qu'il y a une inégalité dans la répartition des biens issus des hydrocarbures. Et c'est la raison pour laquelle on parle de la théorie de la malédiction dans le secteur du pétrole, dans l'industrie du pétrole. En fait, les ressources dont dispose l'Afrique deviennent une véritable malédiction. Au Cameroun, on a beaucoup de ressources, mais malheureusement, ces ressources créent énormément de dommages et créent des conflits internes, mais également des conflits externes avec d'autres pays. En 2019, et c'est sur ça que porte cette étude, Sonara a été attaqué. Et comme je l'ai dit plus tôt, c'est la seule raffinerie dont le Cameroun dispose. Le problème est le suivant. La ville de Limbé, mais l'ensemble du pays même a été touché par cet incident, cet incendie. Au total, on a eu 4 unités de raffinage qui ne peuvent plus fonctionner. Et aujourd'hui, les Camerounais payent un énorme tribut puisqu'ils sont les premiers à subir les conséquences de cet incendie et du fait que les prix ont largement augmenté. Je pense qu'il était aussi important de partager cet exemple pour que vous puissiez mieux comprendre ce qu'il se passe. Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres au Cameroun. Alors, évidemment, tous ces conflits sont alimentés par les combustibles fossiles et ont un grand nombre d'impacts, de conséquences. Ici, l'étude de cas se porte sur le Cameroun, mais c'est quelque chose que l'on observe dans beaucoup de pays en Afrique, beaucoup de pays qui disposent de beaucoup de ressources naturelles. Alors, quelles sont les conséquences? Tout d'abord, pour la santé, la pollution de l'air, la contamination de l'eau également. Il y a beaucoup de troubles respiratoires. Il y a également beaucoup de problèmes de santé, que des cancers du sein, par exemple. Il y a également des conséquences économiques. Alors, évidemment, cela provoque également une perte d'emploi et donc une perte d'opportunités économiques pour la population. Il y a également des conséquences environnementales, la pollution, la dégradation des terres, le changement climatique. Il est compliqué également d'acquérir des terres en raison de la violation des droits fonciers, c'est-à-dire que les populations ne peuvent plus exploiter les terres. Il y a également des dynamiques sociales. On a vraiment un bouleversement de l'équilibre familial, ce qui vient ensuite nuire au prospect futur des femmes et des filles. Il y a également des inégalités de genre rampantes et grandissantes, beaucoup de violence et d'exploitation. C'est la dernière slide de ma présentation. Ici, je voulais juste vous parler des stratégies qui sont utilisées pour justement lutter contre ce problème et pour essayer de restaurer la paix. Les faiseurs de paix ont 4 objectifs. L'objectif, tout d'abord, d'arrêter ce cycle de violence d'insécurité. Les industries sont patriarcales et dominées par les hommes. C'est la raison pour laquelle nous voulons
lutter contre ce patriarcat et permettre aux femmes de partager leurs perspectives et de faire en sorte que leurs expériences soient prises en compte dans les us de prise de décision. Nous voulons également mettre un terme à l'exploitation des combustibles fossiles. Et aujourd'hui, ce traité est un outil central pour les acteurs féministes au Cameroun, mais également un outil indispensable pour mettre un terme à la demande liée à l'extraction des combustibles fossiles pour permettre une transition équitable vers les énergies renouvelables. Pour conclure, les conséquences des combustibles fossiles en Afrique et au Cameroun sur les femmes et les enfants mettent en avant le besoin d'approche intégrée en ce qui concerne les politiques énergétiques qui se concentrent sur la durabilité, la santé et les égalités de genre. Il est indispensable de lutter contre ces problématiques pour garantir un futur résilient et équitable pour tous. Nous devons lutter contre ces problématiques en mettant en place une approche holistique qui mette en œuvre gouvernance améliorée, qui permette de distribuer les ressources de manière équitable, qui protège l'environnement et qui permet le dialogue entre les parties prenantes. Un traité pour la non-prolifération des combustibles fossiles permettrait de lutter contre la violence commise à l'égard des femmes liée aux combustibles fossiles. Cela permettrait également d'arrêter l'apartheid lié à l'énergie, permettrait également à l'Afrique et au Cameroun d'embrasser son potentiel en matière d'énergie renouvelable et qui permettrait également d'offrir de l'énergie aux 600 millions d'Africains qui n'en ont pas encore aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous encourageons les gouvernements et les différentes parties prenantes et institutions à soutenir le traité de non-prolifération des combustibles fossiles, puisqu'il s'agit là d'un outil puissant pour construire des communautés durables. Merci pour votre attention. Merci Sylvie. Et nous arrivons bientôt à la fin de ce webinaire, mais j'aimerais inviter Alam Mirasol. C'est une militante pour la justice climatique basée aux Philippines. Alors Zoé, je crois que tu dois activer son micro, me semble-t-il. Bonjour. Je voudrais juste prendre quelques minutes pour que nous puissions réfléchir un petit peu à ce que nous avons entendu sur le traité et comment celui-ci est lié à la militarisation. Alors, aux Philippines, nous sommes confrontés au militarisme américain et c'est également ce militarisme qui vient financer les bombardements à Gaza et ailleurs également. Et ce militarisme est financé par beaucoup de multinationales qui travaillent dans le domaine des combustibles fossiles. On en a parlé un peu plus tôt. Les femmes, les enfants sont les premières victimes dans beaucoup de pays à travers le monde et au Cameroun. Et je voudrais tout d'abord vous donner toute ma solidarité. J'aimerais féliciter toutes les personnes qui sont présentes à ce webinaire et qui prennent le temps d'en apprendre davantage sur les liens entre le climat et les combustibles fossiles. Ce n'est pas un sujet isolé, c'est vraiment un problème systémique dont nous devons prendre connaissance si nous voulons vraiment aller de l'avant et si nous voulons absolument bénéficier d'un avenir durable et équitable. C'est tout ce que j'avais à dire. Je pense que nous avons encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail reste à faire. Et je pense que nous aurons encore beaucoup d'événements climatiques comme celui-ci, beaucoup de discussions
autour de ce sujet, justement. Nous avons énormément de pouvoir, que ce soit individuellement ou collectivement. Merci infiniment. Merci infiniment et merci à toutes et à tous. On a eu beaucoup de présentations. Merci infiniment d'avoir participé à ce webinaire. C'était un sujet très intéressant et nous allons continuer d'en discuter sur plusieurs plateformes. Nous avons partagé le lien vers ces documents, ces présentations, le rapport. N'hésitez pas à lire le rapport et à nous partager vos commentaires. Merci encore à toutes et à tous et merci d'avoir suivi ce webinaire avec nous.